savez que François Hollande a dit que nous vivions un moment important de notre histoire. D'abord, je ne sais pas s'il le réalise, et ensuite, nous ne vivons pas un moment important. Nous vivons un moment tragique. Et c'est ce sentiment tragique de l'existence, ce sentiment tragique de l'engagement qui manque le plus à notre caste politique, dans son ensemble. Donc, voici venu le moment de donner le meilleur de vous-même, de penser et d'agir en fonction de ce qui vous paraît juste. Pas en spectateur, ne pas se comporter en spectateur, parce que je pense que dans la situation actuelle, vous vous sentirez mal si vous ne faites pas quelque chose de plus de votre vie. Alors ce n'est pas le fait de vous sentir bien ou de vous sentir mal qui définira l'histoire, mais c'est ce que vous ferez et dans quoi vous vous engagerez. Et je pense qu'en venant dans cette salle, ou en écoutant, ou en suivant sur Internet ce que je vais dire, quelque chose d'inattendu, que vous-même ne pensiez pas devoir apparaître, doit naître en vous-même pour être capable de relever le défi de l'histoire. Tous les grands moments de l'histoire ont vu ce sursaut, car il s'agit d'un sursaut. Il est une scène finale dans une grande œuvre, le Fidelio de Beethoven, où le peuple monte sur la scène, à la fin, en s'engageant pour le beau, le juste et le vrai. Et le compositeur offre ce qu'il montre comme un acte du peuple aux générations futures. Et c'est un défi heureux. C'est un défi qui, au moment où il vivait, n'a pas pu être relevé, mais qui nous passe. Aujourd'hui, notre politique à nous-mêmes doit être inspirée de la même façon, comme dans cette finale. C'est-à-dire, c'est l'image qui me vient à l'esprit, en revenant au principe de notre Constitution et en le prenant au sérieux. Son article 2, je vous le rappelle, dit « Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Et les peuples européens, et en particulier en ce qui nous concerne le peuple français le premier, devraient donner l'exemple au monde, pour être fidèles à notre histoire. Même si cette histoire a porté plus loin en Amérique, nous devons nous-mêmes ici en reprendre le fil. Et c'est cela le grand défi que nous sommes en train de vivre. Il sera relevé ou il ne le sera pas, je ne peux pas le garantir, mais chacun d'entre nous doit en prendre le risque, car le risque est encore plus grand de ne rien faire. Eh bien, aujourd'hui, il faut arrêter, si l'on veut donner cette inspiration aux Français et aux Européens, au peuple du monde, si l'on veut donner cette inspiration, il faut arrêter de prononcer des paroles gelées, comme disait Rabelais. Vous avez vu François Hollande s'exprimant, et c'est tout de suite l'image qui m'est venue à l'esprit. Un gel des paroles, un gel des émotions, un vocabulaire tournant à vide. Il faut arrêter de s'adapter, de se soumettre, s'engager. Il faut s'engager. Et s'engager avec l'idée de vaincre, qu'on peut remporter la victoire. Vaincre? Oui, vaincre qui? L'ennemi. L'ennemi qui est devant nous, celui qui empêche la société humaine d'exister. Et je vous le montrerai à plusieurs reprises, car l'ennemi, celui-là, a un nom et il a un visage. Dans le monde, voilà la situation de domination financière et militaire. Voici une carte d'opération. Il faut commencer par là. Sans cela, on se donnera de faux ennemis et on se rendra complice des vrais. Ça, c'est l'occupation dans le monde avec, vous avez là le Commonwealth britannique, les zones de crise, l'OTAN et ce qui est contrôle sous différents réseaux offshore de la City de Londres.
financiaro-économique actuelle. Donc vous voyez que c'est la plus grande partie du monde. C'est un réseau, c'est composé en réseau, comme la société française elle-même est aujourd'hui composée en réseau. Voilà ce grand réseau qui exerce un pouvoir que je vais vous décrire. Alors, la deuxième carte donne un sens plus fort de ce qui est en jeu. Elle montre la stratégie de l'encerclement de l'OTAN et du pivot asiatique de l'OTAN. Je vous rappelle que l'OTAN était prévue pour lutter contre le système soviétique et que le système soviétique n'existe plus depuis 1989-1990. Donc c'est bien une autre intention qui anime ce système militaire qui défend un système financier dans lequel nous sommes plongés. Alors, ce qu'il y a derrière, je crois que la meilleure façon de le montrer, de façon simple, c'est avec un certain nombre de courbes que je vais vous montrer. Parce qu'on pourrait dire c'est le combat pour la démocratie, c'est le nom auquel on donne, ou le monde libre, expression que j'ai vue réapparaître d'ailleurs dans son obscénité, parce que ce n'est pas un monde libre ni animé par la liberté. Alors ça, c'est l'économie réelle et le secteur financier. C'est une courbe officielle, la réelle est pire encore. Mais vous voyez comment le rouge du financier augmente et le secteur de l'économie réelle plafonne. Mais c'est pire dans la réalité, parce que ce qui s'appelle l'économie réelle, c'est à la fois, et après on verra de quoi il s'agit, c'est à la fois la production réelle de biens et tous les services, et pas seulement ceux associés à la production, ceux qui sont les services financiers, les services commerciaux, qui ne sont pas associés à la production. Alors si on enlève les services financiers et les services commerciaux associés à la production, cette courbe a commencé à descendre par tête d'être humain. C'est-à-dire qu'on est en train de ne plus donner les ressources humaines, matérielles, dans l'éducation, dans la santé, dans l'école, dans le laboratoire, dans les ponts, les ports, les routes, dans les innovations technologiques. On n'est plus en train de donner les ressources pour l'avenir. La suivante. Ça, c'est le taux d'investissement des sociétés non financières. Vous voyez, c'est une chute. Ça ne peut pas être plus clair. Et la chute est encore plus forte. Ça, c'est les statistiques officielles. Voilà, ça, c'est les produits financiers dérivés, les fameux produits financiers dérivés, qui est le fondement même sur lequel tient le système financier. Alors, un ami, Christophe Nijdam, les définit comme des Fukushima en puissance. Je crois que c'est beaucoup plus. C'est un trou noir dans l'économie, qui risque, un Américain l'a défini de cette façon, d'ailleurs, qui n'est pas Lyndon LaRouche, mais il l'a défini de cette façon. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paris sur l'avenir. Au départ, c'était une police d'assurance, dans l'agriculture en particulier, destinée à assurer un certain prix à l'avenir. Mais aujourd'hui, ces assurances, non seulement s'échangent sur les marchés, donc ça devient un pari sur un pari, mais elles s'échangent en dehors de tout fait assurable. Il faut un prétexte. Vous pouvez vous assurer sur la maison du voisin, avoir un titre d'assurance et le négocier. Et vous voyez que beaucoup auront intérêt à ce qu'elles prennent feu ou ce qu'elles ne prennent pas feu. Donc, ça situe des conflits non pas dans la création, mais dans des faits qui surviendront ou ne surviendront pas à l'avenir. Et quand les taux d'intérêt sont bas, comme c'est le cas actuellement, évidemment qu'une variation des taux devient absolument explosive. Parce que 1% par 1%, c'est le double, et 1% par ordre à 10%, c'est 10%. Donc, il y a une société de paris qui est totale. Alors, pour ceux qui ont des comptes à BNP Paribas, je veux simplement donner un chiffre. Je donne celui-là, les autres ne vont pas mieux. BNP Paribas, environ 48 000 milliards d'euros en dérivés. C'est énorme.
Alors, ils disent oui, mais en engagement, on a beaucoup moins. On n'a que, je crois que c'est 480 milliards. Oui, parce qu'il y a un effet de levier de jeu. On peut jouer avec ces produits-là 100 fois sa mise, sur des différences de prix. Donc, mais ce qu'il y a en notionnel, c'est-à-dire les choses qui apparaissent sur le marché, les positions sur lesquelles on joue sur les marchés, c'est 24 fois le produit intérieur brut de la France pour BNP Paribas, 32 fois pour la Société Générale. C'est pire encore pour la Deutsche Bank, qui est la plus engagée de toutes, en Allemagne. Donc, on a un système qui est tombé entièrement dans le jeu. Et la perversion va de telle manière que vous savez qu'une partie de la crise a été due dans 2007-2008 au fameux subprime. Ce n'est qu'un élément qui paraît la partie émergée de l'iceberg. En réalité, ce qui a permis cela, c'est les dérivés, c'est-à-dire de jouer et de parier sur l'avenir avec un effet de levier énorme, c'est-à-dire qu'avec vous pourrez parier sur des variations comprises entre 10 et 100, mais en même temps la titrisation, c'est-à-dire qu'on a permis d'émettre des titres qui sont globalisés, découpés en morceaux et revendus sous forme de titres. C'est-à-dire qu'on dématérialise en fait la propriété. Ça avait reculé. Maintenant, la Commission européenne dit qu'il faut le relancer parce qu'avec ça, on va financer la croissance. C'est pas mal. Le regroupement de prêts sous forme de titres portant intérêt, qui avait joué un rôle primordial dans la crise d'il y a 7 ans, serait remis sur le marché. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne estime que 1000 milliards pourraient être sortis de là, en favorisant les sources de financement, s'appuyant sur les marchés. Donc elle dit, on espère de cette façon réduire la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des prêts bancaires. C'est-à-dire l'investissement dans l'Union européenne, c'est 70% de prêts bancaires. Donc on jouera sur cette titrisation pour amener de l'argent pour l'économie. Alors évidemment, c'est gribouille qui sautent dans la mare pour éviter d'être mouillés par la pluie. Parce que ce qui est créé ainsi, cet argent-là, ne va pas dans l'économie réelle, ne va pas dans la production. Il va entretenir les paris qui rapportent beaucoup plus. Donc cette société du pari est nourrie avec la complicité de l'Union européenne et de la Commission européenne, qui prétend que ça financera l'économie réelle, ce qui n'est certainement pas vrai. Alors, évidemment, pourquoi en réalité, si on veut pousser le raisonnement, de nouvelles règles de prudence, prudentielles comme on dit, imposent aux banques les accords de Bâle III. Donc, ils doivent avoir plus de capitaux propres. Et ça sera plus difficile pour elles de financer l'économie. Donc, on leur dit, c'est-à-dire de financer les spéculations, ce n'est pas l'économie. Donc, on leur dit, il faut contourner l'obstacle, alléger vos actifs pour pouvoir continuer à prêter et alléger vos actifs en faisant des titres et en les revendant sur les marchés. Et chacun se passera les titres, ça fera un cercle, et chacun ainsi aura plus d'argent pour jouer. Alors, vous avez aimé les subprimes, vous allez adorer la titrisation déconsolidante. Ça s'appelle la titrisation déconsolidante. Alors, évidemment, ce que font les banques, elles prennent un risque en le faisant, en conjuguant la titrisation et les produits dérivés. Donc, elles sortent du bilan et font des engagements hors bilan qui, grâce, merci l'Europe, merci M. Sarkozy, grâce à la directive MIF, qui a été votée en Europe en 2005, appliquée en France 1er novembre 2007, dès que M. Sarkozy a été élu, on peut le faire sur des marchés, disons, à l'ombre, le shadow banking, la banque de l'ombre, et on peut procéder de cette façon. Et voilà, BNP Paribas dit, nous allons pousser nos banques d'investissement et de financement, c'est-à-dire celles qui jouent sur les marchés, et c'est là qu'on fera nos revenus. Et ils ajoutent, il faut multiplier les synergies entre métiers. Ce plan ambitieux part de l'idée que notre business model de banque universelle est tout à fait valide. Donc,
on pompe évidemment dans les ressources des gens pour jouer sur les marchés. Et on espère qu'on ira comme ça en gagnant de l'argent jusqu'au bout du monde. Évidemment, ce n'est pas du tout possible. Moi, j'avais écrit un livre sur la bombe thermonucléaire des produits dérivés, la bombe H des produits dérivés, en 1994. Et à ce moment-là, j'avais dit c'est très inquiétant, il y en a pour 8 000 milliards. Aujourd'hui, il y en a pour 693 000 milliards. C'est une somme énorme de notionnel, qui n'est pas maîtrisable. Tout le monde le sait dans les milieux bancaires, tout le monde le dit. Mais aux gens, on dit non, vous en faites pas, ce ne sont que des paris, on n'a parié que sur 1%, donc l'engagement réel, c'est 100 fois moins, donc c'est pas si grave, tant qu'il y a la confiance, tout marchera. Mais alors, pourquoi l'achat à crédit de titres sur les matières premières, sur les bourses aux États-Unis, bat tous les records? En mars 2000, l'achat à crédit de titres, parce que tout se fait à crédit, hein, c'était 135 milliards. Maintenant, on en est déjà à 185 milliards de tout à crédit. Et ça tourne en plusieurs fois. Hein. Donc ce système tourne. Et en même temps, on a la capitalisation des bourses par rapport au produit national brut du pays qui explose. Avec un indice de bourse aux États-Unis, et encore dans les matières premières, c'est encore pire. Mais le Standard & Poor's avait l'indice 100 en mars 2013, aujourd'hui il a l'indice 120, alors que le produit intérieur brut américain a augmenté d'à peine 2%. Donc ça veut dire que c'est un système de jeu. Et je voulais vous le montrer dans toute son extension. Alors, la conséquence, c'est qu'il faut bien nourrir les choses et qu'on voit que ce qui se passe en Ukraine, je reviens aux premières cartes, ce qui se passe en Ukraine, c'est que l'Union européenne veut s'emparer de ressources pour mettre la pression sur la Russie, sur l'Ukraine et éventuellement sur la Chine. Donc, les Américains, qui ont poussé par derrière, leading for behind, comme on dit, ont poussé à ce qu'on finance les groupes extrémistes, fascistes, nazis, à Maïdan. On dit c'est une minorité, c'est vrai, c'est une minorité, mais c'est elle qui est armée, et qui s'est armée, à qui on a donné les armes et l'argent. Il est établi qu'on leur donnait à peu près ce qui est 200 € par semaine, ce qui pour là-bas est énorme, le salaire mensuel moyen est un peu inférieur à 200 €. Donc 4 fois le salaire mensuel moyen. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient de cette façon mettre une pression, de mettre au pouvoir des gens qui sont actuellement au pouvoir, qui s'appellent Timoshenko, Yatsenyuk ou autres, qui allaient pratiquer une politique d'austérité qui est exactement ce que voulaient les marchés financiers et l'Union européenne. Alors voilà, Yatsenyuk a dit, il faudra, puisque les Russes nous mettront des pressions, qu'on fasse une hausse du prix du gaz de 50%. Donc toute l'Ukraine fonctionne avec du gaz. Une hausse du prix 50% pour les ménages, 40% pour les entreprises. Plus une politique de réduction de moitié des retraites, qui sont en moyenne de 150 à 180 € par mois. Et un gel des salaires, une réduction de 10% des effectifs dans l'administration et l'augmentation des taxes. On dirait c'est l'Ukraine. Regardons le Portugal. Au Portugal, chaque euro de déficit économisé se traduit par une perte de 1,25 € du produit intérieur brut et une augmentation de 8,76 € de la dette. C'était calculé par les Portugais eux-mêmes. Donc, les créanciers sont assurés qu'il y aura une dette qui s'étend sans cesse. Et les experts du FMI insistent sur la nécessité de baisser le salaire minimum du Portugal, qui est, je suis d'accord, élevé par rapport à celui de l'Ukraine. Il est de 485 € par mois. Donc il faut le baisser de 20%, ils disent. Plus, alors que les seuls fonctionnaires et retraités de la fonction publique contribuent pour 82% à la politique actuelle, il n'est demandé aux banques et au monopole de l'énergie qu'une contribution exceptionnelle de 4%, et le gouvernement s'est même donné le luxe de baisser de 2 points l'impôt sur les sociétés, qui veut ramener à 17%. Donc vous voyez que tout ce système financier repose à la fois sur une domination qu'il veut exercer à l'échelle du monde, avec ce qui reste et qui résiste, en particulier la Russie et la Chine, on cherche à les faire céder. Alors on cherche à les faire céder de l'intérieur. On a tous les oligarques chinois, les oligarques russes, avec les oligarques européens, les oligarques anglais, les oligarques américains, qui sont tous opérants dans le secteur des paradis fiscaux.
du shadow banking, des plateformes alternatives, comme on dit en France. Les Anglais ont un terme beaucoup plus dur. Donc, tout ce réseau-là opère, et de l'intérieur et de l'extérieur, on veut l'étendre à l'échelle du monde. Et ce qui est, et que les gens voient l'apparence militaire, géopolitique, géographique, n'est que l'expression de la pression mise par ces réseaux. On le voit, par exemple, en ce qui concerne la Grèce. Alors vous avez là un système qui est absolument criminel. Il y a ces 3 livres, celui-là est le plus intéressant, de Jean-François Guéraud, Le nouveau capitalisme criminel. Il y a La caste cannibale, et Mon ami, c'est la finance, comment François Hollande a plié devant les banquiers. Donc vous avez ces 3 livres-là qui exposent les choses. Mais c'est des experts. Ils parlent en experts. Et ils ne veulent pas, ou ils n'osent pas, donner une expression politique à leur expertise. Ils veulent ajouter une expertise en disant il faut mettre de l'ordre dans le système financier, il faut réguler, et ce système est déjà mort. C'est comme si on voulait sur quelqu'un mort-vivant mettre des sparadraps et lui donner un peu d'aspirine. Alors c'est un système criminel, et le livre le dit très bien. Je veux prendre que 2 exemples, parce que c'est très important de savoir où on en est. Le premier, c'est la drogue. Alors, il y a eu, soi-disant, une guerre à la drogue. Oubliez ça, il n'y en a jamais eu de guerre à la drogue. Vous pouvez voir, seulement 1%, selon le rapport de l'ONU, et en fait c'est plutôt 0,2%, des 1600 milliards de dollars blanchis chaque année dans le monde parviennent à être captés par les instances de régulation de répression. 1%, entre 0,2 et 1%. Et, ajoute l'auteur, le poids des contributions électorales émanant des banques et de ses affidés ne peut être sous-estimé. Donc vous voyez comment tout le système s'est développé comme système, avec en même temps toutes les spéculations, avec le trading à haute fréquence, avec des automates très rapides qui s'interposent entre acheteurs et vendeurs, raflent les meilleurs prix en passant et conduisent les gérants à acheter ou vendre à des cours moins favorables qu'ils auraient eu. Donc il y a des pirates qui interviennent dans un monde de pirates. C'est comme ça que c'est organisé. C'est-à-dire, vous avez ces marchés de l'ombre qui sont infestés de requins et dans lesquels on opère de cette façon. Donc la régulation est devenue impossible d'un tel système. Parce que la mondialisation et la façon que ça circule partout permet toutes les ruses, toutes les échappatoires, tous les contournements. Ce système ne peut pas être arrangé de l'intérieur. Il n'est pas criminel par accident, il est criminel parce que ça a été voulu et par intention. Et ça infecte le monde entier. Alors, la dernière infection, c'est d'intoxiquer les gens, comme vous ou moi, pour jouer. C'est qu'un système, quand on fait ça, qui arrive toujours à sa fin. C'est le fameux jeu des contrats sur différence, les CFD. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez trouver et jouer. C'est la démocratisation de la finance. C'est-à-dire, vous pouvez acheter ou vendre un actif financier sans jamais en être propriétaire, en n'immobilisant qu'une fraction de l'investissement total. Entre 1 et 10 pour jouer 100. Alors vous pouvez tout perdre très vite. Si vous gagnez, c'est des sommes extrêmes. Donc il y a environ en France 20 à 30 000 personnes qui jouent sur ça. C'est déjà un premier point d'infection. C'est 2 fois plus en Allemagne et 4 fois plus en Angleterre. Donc vous pouvez même, disent-ils ici, moi je ne l'ai jamais vu ça, mais vous pouvez même jouer 400 fois votre mise. Ça je l'ai jamais vu, mais 100 fois oui. Des leviers de 5 à 100, il y en a partout. Et c'est encore une fois la directive MIFID, la directive MIF ou MIFID, qui a permis ça, qui a autorisé l'usage de ces produits à partir du 1er novembre 2007. Donc vous avez toute une infection qui s'est développée, criminelle, avec la complicité des gens en place. Et qui a été la maquerelle de ce système, excusez-moi d'utiliser ce terme, l'Europe. C'est l'Europe qui a été la maquerelle de ce système, et c'est à elle qu'on se soumet, à travers le système de l'euro, qui a été la courroie de transmission, pas la cause, comme disent certains, mais la courroie de transmission de tout ce dont je viens de vous parler. Alors, vous l'avez vu, c'était patent, l'image était extraordinaire. Hollande quittait l'Élysée quelques minutes avant l'annonce du gouvernement pour se rendre au sommet européen de Bruxelles. Donc ça montre où est le serviteur et où est le maître. Le valet va là où ça se passe. Alors évidemment, à gauche, cette Europe-là tient le double rôle de cache-misère, puisqu'on n'a pas d'autres idées, on dit Europe, Europe, Europe.
et d'idéologie de substitution. On n'a pas d'autre. Ça supplée à l'absence d'idées. Et à droite, elle permet de dissimuler l'abandon du gaullisme. Donc les deux abandons avec le drapeau de l'Europe. Bien plus, l'euro est une sorte de nombril, je dirais. Plus il opère, plus on aime le regarder. Alors qu'il est la courroie de transmission de la destruction mutuelle assurée de ce système. Parce qu'il met tout ensemble, sans laisser aucune indépendance et aucune souveraineté sur la monnaie à ceux qui voudraient résister. Et cette Europe est le supplétif du système qui tue qu'a écrit le pape. Et c'est terrible si on y pense, parce que cette Europe, qui en partie est celle qui nous a permis d'évacuer le spectre de la guerre, c'est celle qui nous y ramène par l'argent. Et l'OTAN et l'Union européenne sont devenus une seule et même chose. Discours, plutôt compte-rendu de la rencontre Hollande et Obama, l'alliance entre nos deux pays s'est transformée. Depuis le retour de la France dans la structure de commandement de l'OTAN, il y a 4 ans, donc sous Sarkozy, Hollande endosse Sarkozy, il y a 4 ans, nous avons développé notre coopération à tous les niveaux dans le cadre de notre engagement à renforcer constamment le partenariat entre l'OTAN et l'Union européenne. Donc quand on dit en Ukraine on aura l'Union européenne mais pas l'OTAN, c'est une tricherie. Si on a l'Union européenne, on a l'OTAN. Il faut être clair. Après, je vous dirai ce qu'il faut faire avec l'Union européenne. Alors vous avez évidemment dans ce contexte le traité de libre-échange transatlantique, ce que les Américains appellent TAFTA. Alors c'est négocié par la Commission européenne avec le principe que la liberté du commerce dérégulée induira l'expansion générale. Alors, évidemment, c'est exactement l'inverse. On le sait et on l'a vu. On le sait depuis 30 ans. Et cet homme, qui s'appelle Ignacio García Bercero, qui est un Espagnol, c'est directeur général du commerce à la Commission européenne, n'a jamais reçu le moindre mandat populaire, négocie en ne rendant compte qu'aux lobbyistes, et pas à d'autres. Alors évidemment, pendant ce temps, logiquement, Hollande, suivant Le Drian, s'est rendu en Arabie Saoudite pour un partenariat de référence, alors qu'on est en train précisément de discuter aux États-Unis sur les 28 pages non publiées sur le 11 septembre qui mettent, selon tous ceux qui ont pu l'examiner, en cause l'Arabie Saoudite. Donc voilà ce qu'un gouvernement socialiste qui n'ose plus donner des leçons à tout le monde, mais qui en a donné pendant un certain temps, est en train de faire. Alors, est-ce sa faute? Oui et non. Non, parce qu'il s'incline devant quelque chose qui lui est plus fort que lui. Oui, parce qu'il ne faut pas s'incliner. Et il faut résister, avec le risque que cela comporte. Alors, vous avez ces élections qui se sont déroulées. Je dirais que le phénomène, c'est la mort du socialisme municipal. C'est-à-dire l'argent qu'on se procure en ayant des postes dans les régions, les départements et les communes. Et quelle est la conclusion tirée de ce désaveu? Le gouvernement Valls, où tous les ministres sont les mêmes, avec 2 nouveaux seulement, Rebsamen et Ségolène Royal, qui ne sont pas des perdreaux de l'année, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Alors vous me direz, de tout ça, il nous parle de choses générales. Si vous croyez que c'est des choses générales, je crois que vous êtes, comme en 1938, ceux qui parlaient de monsieur le chancelier Hitler, qui est un chef d'État comme les autres. Vous n'avez pas vu ce qui nous tombe dessus. Alors, évidemment, vous direz, c'est loin la France. Certains disent. Vous parlez de choses qu'on ne peut pas comprendre. Les gens les comprennent très bien quand on leur explique, parce qu'ils peuvent voir les traces. Elle commence à devenir sanglante en France. Il y a, je ne sais pas si vous le savez, 2 petits patrons qui se suicident chaque jour dans les PME. Un agriculteur tous les 2 jours. À Bercy, il y a eu à peu près un peu plus de 25 suicides l'an dernier, et ils reprennent à Orange, à France Télécom. Malgré une politique qui était moins rude que celui du prédécesseur, ça reprend. Il y a 5 700 000 chômeurs si on prend les catégories A, B, C, D et E, et si on prend que la catégorie A, il y en a déjà 3 400 000. Vous voyez l'extension du gâchis. Et ce système produit le chômage.
le produit, pour ainsi dire, mécaniquement. La pauvreté rurale s'accentue. Le taux de pauvreté monétaire en zone rurale était de 14,4% en 2008 et actuellement, il atteint dans certaines régions, comme en Corse, 23%, dans le Limousin, 17,8%. Et évidemment, imaginez-vous pourquoi le Parti socialiste a perdu les élections à Limoges. Dans le Nord-Pas-Calais, c'est 18,2%. Imaginez pourquoi le Front National monte. Alors, évidemment, si vous regardez la réalité, si vous regardez ce qui se passe pour les jeunes ne trouvent pas d'emploi, c'est-à-dire ils sont à 80% avec des CDD. Ceux qui trouvent un emploi, c'est les 10% qui ont des diplômes, et encore ceux-là ont de la peine, des diplômes de haut niveau. Et beaucoup subissent la violence du nouveau management, le harcèlement moral et la dépression des collègues. Sans rentrer dans certains détails, ce que pensent les jeunes, c'est de toute façon, c'est un que je cite, il n'y a plus de conquête sociale à venir, on nous l'a assez martelé, il n'y a plus que de la perte, moins de sécurité, moins de salaire, moins de travail, moins de droits, moins de tout. Et les 2 tiers des jeunes croient que leur vie sera plus difficile que celle de leurs parents. Alors vous me direz, voilà la gauche qui appelle travail coût, qui appelle cotisation sociale charge, et la réduction des dépenses une preuve de sérieux budgétaire. Donc il y a tout un vocabulaire qui accompagne ces choses. Alors je pourrais vous mentionner la réduction qui est prévue des dotations pour les collectivités territoriales. C'était prévu après les élections. Donc probablement, vers le milieu ou la fin de l'année, on prévoira une réduction drastique, obligeant les communes à se réunir, faisant que certains départements doivent se réunir. Tout ce plan qui est en cours, que l'Europe défend depuis 10 ans vis-à-vis de la France. Ce qui fait notre vie, notre tissu le plus vivant de notre pays est visé. Alors, la droite, c'est encore pire. Je prends celui qui paraît le plus sympathique, à droite, le plus social, François Baroin. Dans le journal du dimanche du 29 décembre 2013, l'idéal serait de réduire de 12% notre coût du travail. François Baroin, le plus social. Pardon ? Je ne sais pas, son travail à lui, ce n'est pas dans le radar, comme on dit aujourd'hui. Pour financer la sécurité sociale, nous devrions compenser par des impôts à taux faible et assiette large, comme la TVA ou la CSG. Donc ça veut dire des impôts qui touchent tout le monde, bien sûr. Donc voilà. Alors, ce qui est frappant, c'est que cette inflation dont je vous ai parlé dans le secteur financier s'accompagne de la déflation dans l'économie réelle. Il y a des grandes discussions, est-ce l'inflation, est-ce la déflation? C'est les deux. Il y a une inflation d'argent dans l'économie financière qui tourne sur les paris, et tout l'argent qu'on donne de plus aux établissements financiers, ils le jouent. Donc ça ne va pas dans l'économie réelle. Même, il n'y a plus d'échanges interbancaires. Les banques entre elles ne se prêtent plus d'argent. Elles se regardent dans les yeux et elles disent non, pas à toi. Je sais que tu aurais peut-être encore plus mal que moi. Elles ne se prêtent pas. Ce qui fait que dans l'économie réelle, il y a une déflation. C'est-à-dire qu'on exploite le travail et on exclut les gens du monde du travail en même temps. Et toute l'émission monétaire de la Réserve fédérale aux États-Unis, moins, mais quand même de plus en plus de la Banque centrale européenne en Europe, n'est pas transmise à l'économie réelle par les banques et ça gonfle les bulles. Avec de l'autre côté la déflation. Alors je vais montrer comment ça se passe. En voyant en haut que les machines tournent au ralenti, la guerre au salaire, enfin des salaires, la guerre au salaire est déclarée. Vous voyez, le seul pays où ça monte un peu, c'est l'Allemagne. Dans tous les autres pays, ça baisse en Europe. Et les taux d'intérêt dégringolent de plus en plus bas. Et on dit que la Banque centrale européenne prévoirait des taux d'intérêt négatifs. C'est merveilleux pour spéculer. Vous empruntez, ça ne coûte rien, et si vous faites 1% ailleurs, vous gagnez.
Donc le taux d'intérêt négatif devrait permettre à relancer l'activité, parce qu'ils disent les gens emprunteraient pour investir dans l'industrie ou dans l'agriculture, ce qui n'est pas du tout le cas. On est dans un monde de fous. Quand cet excellent gestionnaire local, qui est Jean-François Copé, a dit que ce gouvernement était une nef des fous, il a tort. Il est un matelot, parmi d'autres. Donc on est dans cette situation-là, et je veux voir le cercle vicieux de la déflation dans lequel on est, en même temps que cette inflation financière. Il y a un cercle vicieux de déflation. Voilà. Donc, vous avez une hausse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire que le taux d'intérêt est très bas, mais en fait, comme tout rapporte peu, il est relativement haut par rapport à ce que ça pourrait rapporter. Alors, les gens qui n'ont pas de prêts, que les banques ne leur donnent pas, font baisser leurs investissements. Ils réduisent leurs salaires et ils réduisent leurs investissements en machines, ils compriment les salaires, ça fait chuter la consommation et la production, les gens anticipent que les prix commencent à baisser, ça va continuer à baisser, ils reportent leurs achats et leurs investissements, il y a un nouveau recul des prix, et c'est le cercle de la déflation, comme en 1930 en Allemagne et en 1935 en France avec Laval, qui avait fait une politique de baisse des prix et des salaires de 10%. Il avait baissé les salaires des fonctionnaires de 10%. Alors, comment regonfler le produit intérieur brut? Ben, il y en a qui ont des idées. Voilà, à Bruxelles, depuis des années, le système européen de comptabilité nationale demande à tous les membres de l'Union de commencer à tenir compte du chiffre d'affaires de la drogue et de la prostitution. Ce n'est pas une plaisanterie, hein. Une mesure destinée à rendre les chiffres du PIB plus réalistes. L'Espagne est le premier pays qui veut franchir le pas. Selon les premières estimations, elle pourrait rafler 1 point de PIB rien qu'avec la prostitution. Voilà l'Union européenne. Alors, les raisonnements que je vous ai dit avant, vous voyez, vous êtes plus émus par ça que par ce que je vous dis avant, qui est beaucoup plus grave. Ça, c'est le reflet sur le mur de la caverne. L'Union européenne est elle-même, excusez-moi, une pute. Voilà ce que c'est. Une maquerelle, pardon. Une mère maquerelle. Donc, en même temps, qu'est-ce que vous avez, hein, les hôpitaux asphyxiés par les emprunts toxiques, les grands travaux réduits pratiquement à zéro, même le TGV. Ah, il n'y a que des grands travaux qui marchent. Vous les avez vus? Qu'est-ce qui marche comme grands travaux en France? Vous les avez vus? Les ronds-points. Ça rapporte. Parce que celui qui fait l'expression artistique au centre du rond-point, celui qui a construit le rond-point et la municipalité, ils trouvent leur avantage. Donc, ça s'appelle le socialisme ou le gaullisme municipal. Ça marche au pourcentage. Alors, je crois que ce que je vous ai décrit donne une illustration assez claire du point où on se trouve, et il faut dire on arrête. L'économie, ce n'est pas le gain financier, ce n'est pas le profit financier, ce n'est pas l'inflation dans le financier, des gens 1 à 3% qui gagnent des sommes énormes, et le reste de l'économie et des êtres humains qui se trouvent détruits. Ce n'est pas le profit monétaire. Le pape a raison. On est dans un monde de l'idolâtrie de l'argent et un système qui tue. Alors vous me direz, c'est une généralité. Nous avons une autre conception de l'homme et de l'économie inscrite dans notre Constitution et dans son préambule. Sa mission, la mission qui devrait être et qui est celle d'un responsable religieux, rabbin, pape, imam, c'est de montrer du doigt l'idéal bafoué. Mais la nôtre, c'est d'agir dans le réel et de faire prévaloir cet idéal. Et ça veut dire le retour de l'État pour le peuple. Que l'État pour le peuple revienne, et pas l'État dominé par la caste cannibale. La caste cannibale, ça c'est bien décrit dans ce livre-là, sur ce qui se passe en France, le rôle de M. Pébreau, le rôle de tous les gens qui sont dans les cabinets ministériels, le rôle des trésoriens. La direction du Trésor, qui devait servir l'économie, a servi de relais en recevant elle-même des promotions dans les grandes banques, a servi de relais au système financier mondial. Ça, c'est très bien décrit aussi. Mon ami, c'est la finance. Comment François Hollande a plié devant les banquiers. Alors, c'est intéressant. Il y a une chose qui est intéressante, parce que ici, ils disent que
une chose intéressante commentée par Gaël Giraud. Il dit il n'y a plus en France de cloison étanche entre la haute finance privée et la haute finance publique. Bon, ça éclate aux yeux de tout le monde. Et il dit il y a toutes les grandes banques qui ont des représentants dans les sociétés du CAC 40, et les banques sont parvenues à devenir des alliés indispensables de nos grands groupes via les techniques d'optimisation fiscale qu'elles facilitent. Ça semble un peu compliqué, mais ça veut dire de mettre tous les profits dans les paradis fiscaux et pas payer d'impôts, et de mettre toutes les pertes en France et de laisser les PME payer l'impôt et pas les grandes sociétés. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut le retour de l'État pour mettre un peu d'ordre là-dedans et recréer ensemble les fondements de l'avenir. Alors qu'est-ce que c'est ces fondements de l'avenir? C'est une société qui est portée par la découverte humaine, par une science dans laquelle les gens découvrent, créent. Vous l'aimez ce que vous faites, parce que vous êtes en train d'améliorer le monde. Et vous le faites avec d'autres. Vous voyez que d'autres commencent à penser comme vous. Et parfois, ils pensent mieux que vous. Et vous êtes tous embarqués dans une aventure qui est d'accroître l'intervention de l'homme et sa maîtrise dans l'univers pour que tous puissent vivre mieux. Ça, c'est la découverte humaine, la science et ses applications technologiques. Ça veut dire plus de production par être humain, plus de production par unité de surface et plus de production par poids de matière apportée. Alors, vous diront les écologistes, mais c'est épouvantable, c'est productiviste, ça va détruire. Non. Ils se trompent complètement parce qu'ils ont une vision pessimiste qui sert les intérêts financiers en place. Ils sont souvent inconscients. Une discussion avec eux serrée aboutit à des inflexions intéressantes de leur façon de voir. Pourquoi? C'est une politique de soutien conscient ou inconscient aux intérêts financiers. Parce que c'est les intérêts financiers qui donnent une fausse conception de la croissance. Il y a une croissance, elle est financière. Hein. Ça augmente sur les marchés. Mais il n'y a pas de vraie croissance. C'est comme il n'y a pas de combat contre la drogue. On dit, oui, il ne faut plus faire la guerre à la drogue, on ne peut pas y arriver. On a voulu ne pas y arriver. Il y a un détournement des fonds vers les marchés financiers. On a voulu les détourner vers les marchés financiers. Et l'Europe a joué le rôle que je vous l'ai dit. Donc, dans une société qui marche, les pouvoirs créateurs du travail se développent. Ce qui différencie l'être humain de l'animal se développe. On explore. On cherche à connaître et à savoir ce qu'on ne connaît pas encore. On est dans le futur. Et le travail devient un travail inédit. Il y a quelque chose dont on ne vous donne pas un cahier de charge et vous dire pas à pas ce qu'il faut faire. C'est comme ça que toute organisation politique devrait fonctionner d'ailleurs, avec une inspiration, mais pas en disant à chaque instant ce qu'il faut faire. Donc c'est une approche, une démarche d'exploration et pas une codification des tâches. Ça suppose qu'on se situe dans le futur, qu'on est dans la dynamique de cet univers. Et vouloir découvrir, c'est lutter contre l'oligarchie qui nous domine, dont je vous ai parlé, ces oligarques du monde entier, mais qui ont cette conception de l'Empire britannique que je vous ai montré, ou l'Empire anglo-américain, si vous voulez l'appeler comme ça. C'est vouloir découvrir, vouloir explorer, c'est lutter contre l'oligarchie, parce que l'oligarchie veut que ce monde reste comme il est. Tout changer pour que rien ne change. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vision du prince dans Lampedusa. Alors, ça signifie ne pas être populaire. Il faut défier le système existant. Il y a un moment où les nations s'autodétruisent, l'on ne peut pas organiser, faire réfléchir, faire penser, faire agir les autres. On peut le faire qu'en offensant les opinions établies avec des principes. Ça offense. Pas pour le plaisir d'offenser, hein, mais pour la nécessité de faire changer. Alors c'est en cela qu'est la cohérence de tout notre programme. Le Glass-Steagall, qui est l'assainissement. Alors, nous avons présenté ce projet, cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Tout le monde a dit c'est très bien, mais c'est impossible. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. On veut, disons, assurer le bonheur, mais tout le monde sait que le bonheur n'existe pas sur Terre. C'est ce genre d'expression pessimiste qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'était fait pour retourner le système,
pour l'assainir, et ça voulait dire en effet la faillite ordonnée des spéculateurs de la City et de Wall Street. C'est-à-dire c'est quelque chose de directement et profondément politique. Ce n'est pas une réforme bancaire, parce que ça ouvre la voie au crédit public qui est fait pour développer ses capacités créatrices humaines dans l'énergie, dans la technologie, dans la découverte, pour équiper l'homme et la nature, pour avoir des hôpitaux, des laboratoires, des écoles, et avoir des densités de flux d'énergie plus élevées. Et ça, ce qui n'est pas compris aujourd'hui, où les gens croient qu'étant libéral en économie, on sera pour le nucléaire, ce qui est absolument impossible. Le nucléaire suppose un dessein, suppose que les gens s'intéressent à ce qui ne les regarde pas, à y voir, que ce soit transparent, que ce soit développé ensemble, et que ce soit un nucléaire qui ne soit pas le nucléaire qui perfectionne les développements du passé. C'est un nucléaire de la 4e génération, avec la fusion thermonucléaire, qui porte de l'avant la découverte humaine. Et il n'y en a pas qu'une fusion thermonucléaire, ce n'est pas seulement deutérium-tritium, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a une société de savants qui découvrent, liée à d'économistes qui les financent, et liée à des gens qui appliquent ces technologies et qui font des affaires avec, bien sûr. Et c'est normal, mais pas des gens qui font des affaires en détruisant l'ordre social et la nature. Alors, c'est agir dans l'esprit de laboratoire, de recherche de Jean Bertin. C'est pour ça que nous l'avons tellement mentionné. Il y avait une invention par semaine dans le laboratoire de Bertin. Il a été détruit par l'alliance entre les intérêts financiers et les ingénieurs malthusiens de Polytechnique. Donc, mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir ce développement, pour avoir assaini, avoir fait du crédit public, on est en Europe. Et l'Europe l'interdit. Donc il faut sortir de l'euro et sortir de l'Europe. Alors, est-ce que vous pourrez faire confiance à Jean-Claude Juncker ou à José Manuel Barroso? Vous voyez leurs têtes, qui sont là depuis longtemps. Vous vous dites quand même, si l'Europe c'est ça, il faut chercher autre chose. Et je me base qu'en partie sur les personnes, je me base beaucoup plus sur l'effet que nous fait l'Europe depuis 30 ans, qui est la libéralisation financière. Hein. C'est plus que le libre-échange, c'est la libéralisation financière, c'est-à-dire de créer un système où il y a une concentration du pouvoir financier au détriment de l'économie réelle et du travail. Alors, le défi, c'est de mobiliser pour la paix ce que le XXe siècle n'a su mobiliser que pour la guerre. Alors, ça veut dire faire beaucoup de choses. Hein. Une fois qu'on réoriente l'économie de cette façon, on peut faire des crèches, on n'est pas en train de parler en l'air. On peut faire des logements sociaux. On peut faire des assistantes ou des assistants de vie pour les handicapés et les personnes âgées. On peut avoir des jeunes médecins dans les zones rurales, en aidant les maisons médicales à s'installer. On peut avoir des infirmières à l'école. On peut avoir un effort pour la lunetterie, la dentisterie et l'audition. Qu'est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui? Et peu à peu, ce système social français de la libération part en quenouille. On pourrait avoir une prévention médicale, mais il faudra lutter aussi contre les associés de ces intérêts financiers et les laboratoires pharmaceutiques. On pourra avoir des inspecteurs du travail, des médecins du travail, un pôle emploi qui marche, qui ne fait pas du chiffre ou de l'abattage, des juges d'instruction qui ne traiteront pas 100 ou 120 dossiers par mois, ou des pôles emploi qui n'auront pas 200, parfois plus, de dossiers par mois, dont ils ne peuvent pas s'occuper. Il y aura moins de chômeurs, donc il y aura moins d'efforts à faire au pôle emploi. Donc on pourra avoir tout cela. Et ça, on pourra avoir des grands travaux. Tous ont été éliminés. Je parlais en riant des ronds-points, mais même les TGV ont été arrêtés, qui n'ont pas une technologie nouvelle. Hein. Ça date d'il y a longtemps, un TGV. Utile, mais ça date. Donc, mais même ça a été interrompu. Il y en a plus que 4, je crois, projets de TGV, dont celui qui va à Rennes. Alors pourquoi est-ce que les hommes d'État n'agissent pas de cette façon? Qu'est-ce qui arrive? Ils ne sont pas ce qu'on appelait des hommes de caractère. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés dans un système et dans un modèle, mais qui va plus loin que ce qu'on pense. Ce n'est pas l'École nationale d'administration, ce n'est pas l'École normale supérieure, ce n'est pas Polytechnique, ce n'est pas HEC, c'est beaucoup plus. C'est une France dans laquelle on a d'un côté une culture, disons, scientifique, réduite à une logique.
un formalisme mathématique. Pas les principes de la physique et de la chimie et de la découverte, mais les mathématiques dominantes avec une logique formelle. Et si vous êtes enfermé dans une logique formelle, vous ne pouvez pas découvrir des principes physiques nouveaux. Ça, vous aurez les scientifiques. Alors, vous aurez les artistes, la culture artistique, qui, elle, est sans dimension réellement créatrice, parce que ceux qui sont enfermés dans la logique se jetteront dans une culture artistique de la pulsion, de l'impulsion, de l'instinct, et il n'y aura plus aucune raison dans la culture artistique. C'est-à-dire, vous aurez d'un côté un formalisme mort, une logique, une codification, ça sera la science, et de l'autre côté, dans l'art, quelque chose de formel, d'antiformel, d'antirationnel. Vous jetterez dans l'art, vous jetterez de la peinture sur un mur, on appellera cela de l'art. Si vous voyez aujourd'hui du Jeff Koons ou du Hirst, vous pouvez voir un peu ce que ça donne, ou certains peintres français. Alors évidemment, vous ferez à partir de là de l'analyse grammaticale, de la musicologie, de l'analyse sur ça, et ça sera l'analyse sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec une action dans l'être humain pour l'améliorer dans la réalité. Et vous aurez par-dessus une culture philosophique livresque, où il y aura un monde qui est avec un principe de non-contradiction, qui est le principe d'Aristote, un monde logique, codifié là aussi, qui domine et l'art et la science. Et vous aurez des gens qui pensent dans le secteur public en termes logiques et codifiés, et dans la vie privée en termes de sentiments irrationnels, de pulsions irrationnelles. Et vous aurez un homme divisé. Et si vous regardez les chefs d'État français, ça va encore plus loin. Parce que aucun, pratiquement, n'a une réelle culture scientifique, aucun n'a une réelle culture artistique, avec une dimension réellement créatrice, et aucun n'a une culture philosophique. Donc comment peut-on être républicain si l'on n'a pas les bases pour suivre, pour définir et suivre une stratégie, et qu'on opère simplement par rapport à des objectifs tactiques. Et les objectifs tactiques sont au sein d'un système, et lorsque le système se détruit lui-même, ces objectifs tactiques sont un peu comme les gouvernements de François Hollande ou de son opposition. Donc, évidemment, si on s'adapte à l'environnement logique donné, on le gère, et on considère l'autre comme un objet. Et la politique devient une somme de manip et d'arrangement. C'est pour ça que les gens sont contre la politique. Ils ne savent pas très bien pourquoi, mais ils voient bien que c'est une somme de manip et d'arrangement, de manipulation. Et un jour, à la longue, en faisant cela, on s'aperçoit qu'on gérera des zombies, d'autres les appelaient des sépulcres blanchis, et qu'on aura de très bons éditorialistes, des commentateurs, des pompeurs, des copistes, et que ces gens-là, on les appellera des politiques, et seront en fait des destructeurs qui collaboreront à ce système criminel qui est en place. Ce seront des collabos, parfois malgré eux, parfois à cause d'eux. Et vous êtes très frappés si vous lisez les deux derniers livres, l'un de Valls, L'énergie du changement, et l'autre de Hamon, Tournez la page. Et vous voyez, c'est comme une cordée, on a l'impression qu'ils sont tous accrochés au même système, et que s'il y en a un qui tombe, tous les autres seront entraînés. Et ça, c'est ce qui est en train de nous arriver. Larouche dit que c'est comme un ascenseur qui serait au 70e étage et dont tout à coup la corde sera coupée et qui tombera de 70 étages. Alors évidemment, comment voir les choses autrement? Et c'est quelque chose d'intéressant que De Gaulle, lorsqu'il est dans un discours d'Oxford en Angleterre, en 1941, il dit « J'ai dû faire un grand effort pour me situer au sommet de la montagne. Et si je ne m'étais pas situé au sommet de la montagne, je n'aurais pas pu voir les choses autrement que dans leur logique, leur code, et j'ai dû être au-dessus et en même temps garder une raison qui découvre et qui pense que la France peut se retrouver, peut durer, et n'a pas accepté la logique de l'occupation. » Et je crois que c'est très intéressant, si vous y réfléchissez 2 minutes, parce qu'il y a quelque chose sur Hollande de Jacques Sapir, de l'économiste, qui montre ce qu'est l'inverse. Sapir dit, je vais vous le lire parce que ça vaut la peine, « Les experts du ministère des Finances ont calculé qu'une dépréciation de 10% par rapport au dollar aurait un effet sur la croissance globale de 1,5%. Si on extrapole avec une dépréciation tant avec les pays hors zone qu'avec les pays de la zone euro,
on aboutit à un potentiel de 5% de croissance avec une dépréciation de 20%. Je ne crois pas que ce soit absolument vrai, mais c'est ce que lui dit. Il y aura une offensive contre nous, il faudra se défendre. Lui ne voit pas le côté politique, c'est un expert. Mais mécaniquement, c'est vrai. Mais pour cela, il faudrait quitter la zone euro. Cela, notre président s'y refuse, et il l'a rencontré plusieurs fois, tout en sachant pertinemment que c'est la solution à la fois la plus simple et la plus efficace pour que l'industrie française retrouve sa compétitivité. Il ne peut concevoir que la monnaie unique soit un échec quand tout son intellect ne cesse de le lui répéter. Il y a quelque chose de tragique dans l'obstination d'une volonté contre une intelligence. Et cette division de l'homme dont je voulais parler, voilà ce que c'est en France. Alors évidemment, par rapport à ça, je vais vous lire quelque chose et vous essayerez de deviner de qui c'est. Je souhaiterais qu'on lise dans les manuels d'histoire que de 1969 à 1976, la France a connu une période d'expansion, de modernisation, d'élévation du niveau de vie, que grâce au progrès économique et social, elle a connu la paix extérieure, que l'étranger l'a respectée parce qu'il voyait en elle un pays transformé, économiquement fort, politiquement stable, et dont l'action extérieure était entièrement tournée vers la paix et le rapprochement entre les peuples. Alors c'est de qui? Quoi? Non, c'est Georges Pompidou. Alors De Gaulle, c'est un autre ton, c'est un autre style. Mais déjà Pompidou, par rapport à Jospin, apparaît singulièrement politiquement avancé. Maintenant, voyons De Gaulle, c'est son discours du 9 septembre 1962 au château de Ludwigsburg à la jeunesse allemande. Voilà ce qu'il dit aux jeunes. Votre génération voit, et sans doute continuera de voir, se multiplier les résultats combinés des découvertes des savants et de l'agencement des machines qui modifient profondément la condition physique des hommes. Mais le champ nouveau et prodigieux qui s'ouvre ainsi devant vos existences, c'est à ceux qui ont aujourd'hui votre âge qu'il appartient de faire en sorte qu'ils deviennent la conquête non de quelques privilégiés, mais de tous nos frères les hommes. Ayez l'ambition que le progrès soit le bien commun, que chacun en ait sa part, qu'il permette d'accroître le beau, le juste et le bon, partout, et notamment dans les pays qui, comme les nôtres, font la civilisation, et qu'il procure aux milliards d'habitants des régions sous-développées de quoi vaincre à leur tour la faim, la misère, l'ignorance, et accéder à une pleine dignité. Bon. Quels ennemis vous avez maintenant en France qui représentent les intérêts dont je vous ai parlé au départ? C'est ce lobby financier qui en est la collaboration, et ce lobby occupe les postes stratégiques de la direction du Trésor, de l'Élysée, et siège dans les conseils d'administration de toutes les grandes banques, les grandes sociétés du CAC 40. Alors, évidemment, ces représentants, vous les voyez, courtoisement méprisants, Michel Pébreau, François Villeroy de Gallo, etc., qui occupent le pouvoir sous tous les régimes, en contrôlant le crédit et le service de la dette de la France. Alors, si on met en cause leurs banques, vous savez ce qu'ils disent? C'est extraordinaire, la France. Ils disent, c'est terrible, c'est un complot anglo-saxon contre les banques françaises. Alors évidemment, ils oublient qu'ils empruntent à court terme auprès des SICAV monétaires américaines et anglaises et qui opèrent à partir des paradis fiscaux de l'Empire britannique. Ça, ils oublient de le dire. Donc on voit cette fausseté dans la vie politique, qui est quelque chose de terrible aujourd'hui, qui imprègne tout. Qui va-t-on attaquer en Russie? Qui on veut empêcher de circuler? Sergueï Vlasiev, Dmitri Rogozin et Vladimir Yakunin. Bon, ces gens-là sont ceux qui veulent pratiquer une déoffshorisation en Russie. C'est-à-dire faire en sorte que l'argent des paradis fiscaux revienne en Russie et que la Russie puisse créer une industrie, un développement, alors qu'elle est qu'exportatrice des matières premières. Quelque chose qui a été endossé, disons, à peu près par Poutine. Mais c'est ce groupe-là qui le veut. C'est ce groupe-là auquel on interdit de circuler. Moi, je connais personnellement Sergueï Vlasiev. Et lui vous dira, on a un grand problème en Russie, c'est les oligarques, il y a une corruption que vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, je suis dans ce combat. C'est ces gens qu'on sanctionne. Voilà l'Union européenne. Et la France. Alors, évidemment, si vous pensez au discours de De Gaulle, et si vous pensez à ce que pourrait être le monde, je vais vous montrer ce que le crédit public pourrait permettre de faire, c'est-à-dire notre conception de l'Eurasie et du pont terrestre mondial. Ça, c'est à l'échelle du monde. Une communication et un développement mutuel à l'échelle du monde. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait par des Russes et des Chinois, le suivant, sur l'ensemble de l'Eurasie. Voilà. C'est intéressant de voir un même type de concept
Alors, si on ne le fait pas, si on ne réussit pas à changer la règle du jeu, ce qui va arriver, c'est que, évidemment, la politique qu'elle porte en elle, dans ses germes, la politique d'agression du monde dit occidental, continuera et s'étendra. Et vous avez une résistance du côté de la Chine et de la Russie, en particulier de la Russie. Et la Russie résistera avec ce qu'elle a, c'est-à-dire l'arme nucléaire, elle n'a plus d'armée de terre crédible, et elle aura une stratégie de première frappe. Comme nous aussi, nous avons une stratégie de première frappe à l'OTAN. Deux stratégies de première frappe, c'est beaucoup plus grave qu'au moment de la guerre froide, où tout le monde avait des stratégies de seconde frappe. En plus, vous aurez ce qui se développe en Russie, une conception de l'Eurasie qui n'est pas du tout la nôtre, qui est celle de Douguine, le grand ami du Front National, et de Alexeïev. Pour eux, il s'agit d'une Eurasie terrestre contre l'empire maritime, les États-Unis et l'Angleterre, et l'Europe, contre l'Europe aussi. La vérité est dans l'Eurasie, elle est au-delà de la frontière de l'Oderneis, c'est là qu'est la vérité. On peut englober l'Allemagne avec nous, disent-ils, mais c'est tout. Donc il y aura bloc contre bloc. Et on s'oriente directement vers ça. Et notre conception de l'Eurasie, c'est un développement, je dirais, de Lisbonne à Vladivostok, et incluant l'Afrique, incluant le Proche et Moyen-Orient, incluant le monde. Si on n'a pas cette conception-là, qui est la conception qu'avait De Gaulle, il appelait ça la cause de l'humanité. Mendès France aussi l'avait dans une certaine mesure. Donc si on ne revient pas à cette conception d'une république qui se définit par la cause de l'humanité et par la façon dont elle le sert, aujourd'hui on dira c'est idéaliste. Oh, c'est très joli mais c'est pas possible. Eh bien, ce qui viendra ne sera pas joli du tout si on ne fait pas en sorte que cela puisse venir. Et vous avez ce système français politiquement fermé, à l'accès fermé. Vous savez ce qu'a dit quelqu'un à Gaël Giraud. Il lui a dit, mais Cheminade, toute la classe politique française, en bloc, unanimement, le rejette. Il faut faire comme s'il n'existait pas. Parce que ce que ne veulent pas les gens, c'est cette cohérence dont je vous ai parlé. Ils bloquent le système, on a un système bloqué. Je ne sais pas si vous imaginez combien il est bloqué, le système politique. C'est pour ça que vous n'avez pas d'efforts suffisants pour le débloquer. Le coût des campagnes. En France, il faut se payer, quand on commence, son bulletin de vote, sa profession de foi et ses affiches. Ce n'est pas comme en Suisse, en Belgique ou en Allemagne, où si vous obtenez un certain nombre de signatures de citoyens, l'État imprime un bulletin de vote, il n'y a plus qu'à mettre votre croix. En France, il faut ses propres bulletins de vote. Vous les voyez là, alignés dans les lieux de vote. Et on paye. Et si on n'a pas 5%, on paye. Et on reste avec la facture sur le dos. Ah, si on est un grand parti, on ne paye pas d'avance. On subroge l'imprimeur auprès de la préfecture qui paye directement, on n'a même pas eu à dépenser. Il y a plus, il y a l'argent public. 70 millions par an distribués en fonction du nombre d'élus à l'Assemblée nationale, pendant 5 ans, et du nombre de voix obtenues aux législatives, à condition qu'on ait présenté plus de 50 candidats et à 1% des voix. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'argent noir de la République. Pourquoi beaucoup de gens vont à Doha? Je crois qu'il y a une explication assez simple à avoir. Mais il y a aussi l'entretien, et on l'a vu dans cette élection, pourquoi les communistes vont avec les socialistes? Parce qu'ils ont des élus et il y a l'entretien des fonctionnaires des collectivités territoriales. Il y a 700 000 fonctionnaires de collectivités territoriales. Allez, je suis extrêmement modeste. Je pense qu'il doit y en avoir 300 000, plus ou moins, qui dépendent de la couleur politique de la municipalité. Donc 300 000 qui gagnent à peu près 2 000 € par mois. Ça fait un minimum de 300 000 multiplié par 2 000, ça fait 600 millions. Si on prend les 700 000, ça fait 1,4 milliard. Donc ces gens-là, ils travaillent dans la municipalité, mais pas beaucoup. Ils font de l'activité politique, ils aident, ils font un réseau d'influence, et vous avez tout ça en place, tout ce système. Alors après, les gens viennent vous dire, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas faire votre publicité, vous êtes maladroit, pourquoi vous n'arrivez pas comme les grands partis? Même le Front National, qui a pas mal d'argent et qui en a obtenu surtout pas mal maintenant, depuis que Marine Le Pen apparaît dans l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur et partout, et qu'elle est la roue de secours du système,
depuis ce moment-là, ils ont un peu d'argent, mais eux-mêmes se plaignent qu'ils n'en ont pas assez. Ils disent, vous vous rendez compte, on n'a que 5 millions d'euros par an. Alors nous, nos comptes, c'est 350 000 euros par an donnés par vous. Donc il faut que vous continuiez et il faut faire mieux. Alors, je vais vous dire, il y a des choses qui sont tout de même encourageantes, et là, j'espère vous choquer. Il y a des points de changement dans le système qui apparaissent. Nous avons Elsa Di Meo à Fréjus, qui est une socialiste, et qui a voulu éviter que la parachique du Front National, Racheline, prenne la mairie. Elle a essayé de s'allier aux autres, les autres l'ont complètement rejetée, et la parachique a été élue par la division de la droite. Elle s'est retirée. Elle n'a pas pris, elle n'a pas dit de voter pour les autres, elle s'est retirée. Et elle s'est battue pour créer au plan local quelque chose de différent, avec un de nos amis qui était sur sa liste. Il y a Daniel Garrigue à Bergerac. Lui, il s'est opposé à un socialisme, disons, passablement peu reluisant de la région. Il est gaulliste social, il avait rejeté par l'UMP, il a gagné à Bergerac, contre toute attente. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a Nathalie Perrin-Gilbert, à l'extrême gauche, à Lyon, qui a gagné contre le Parti socialiste dans sa circonscription. On ne s'y attendait pas du tout. Collomb en est malade. Ça me plaît. Et il y a, alors là je vais peut-être vous choquer, Robert Ménard à Béziers. Robert Ménard est un individu un peu particulier qui a voulu faire de Béziers quelque chose qui se reprenne. Il ne pouvait pas, avec la gauche qui était minoritaire, l'UMP était corrompu jusqu'à l'os, donc il a fait avec différents mouvements féministes, le Front National, il a vendu son appartement, sa maison qu'il avait autour de Béziers, il s'est installé à Béziers, et il a mouillé la chemise et il a gagné. Donc je prends des cas très différents, mais qui montrent chacun l'émergence de quelque chose si on n'a pas de sectarisme et qu'on n'est pas lié à, disons, une image donnée d'avance de ce système français bloqué. Puis il y a un deuxième niveau plus intéressant, les maires qui ont signé pour moi au présidentiel, pour nous, pour nos idées, pour moi formellement, et c'est ceux qui ont fait la déclaration d'Arsvillers, mais aussi beaucoup d'autres, qui ont été élus. Certains, il y en a 2 ou 3 qui avaient tellement parlé de ma candidature qu'on les appelait dans leur circonscription Monsieur Cheminade. Les gens, pour rigoler, leur disaient Monsieur Cheminade, comment vas-tu? Donc ces gens-là ont été réélus, beaucoup, montrant l'état de notre pays. Celles qui ont le plus de difficultés ont été des femmes, parce que notre pays, n'est-ce pas, est contre les stéréotypes sexuels, hein, vous le savez. Mais ça ne va pas jusqu'à lire les femmes. Bien. C'est frappant, dans les villes de 1000 habitants, il y a eu une mairie, 2 mairies, 3 mairies que je connais, où les femmes avaient été systématiquement rayées dans la seule liste, il y avait une liste unique pour le second tour, tellement rayées qu'elle avait moins de 50% des voix. Il avait fallu faire un second tour pour qu'elles soient élues. Elles avaient 48, 47, 46. Avec le brave type du coin qui parle à tout le monde, qui tape sur le ventre, qui est un pépé paresseux et gentil, 85, 90%. Voilà la France d'aujourd'hui, mais voilà aussi ce qui arrive. Il arrive des choses, des tendances qui apparaissent au changement. Et méfiez-vous des stéréotypes médiatiques. Ils sont aussi graves en France que les stéréotypes sexuels. Alors, nos candidats, ça c'est le cœur, leur campagne a été faite avec une aspiration constante au dépassement, un esprit d'association et de mutuelle, je dirais, qui est l'esprit d'éducation, de respect mutuel, d'enseigner par l'exemple. Et ils ont eu relativement peu de voix, entre 0,97% à Rennes, qui est une ville très tenue par les socialistes, et c'est vraiment pas mal, et 4% ailleurs, dans des circonscriptions où de petites villes, on a eu 40, même plus de 50% des voix, des maires élus. Donc il y a un mouvement qui peu à peu se met en place. Et ici, nous avons des équipes de terrain, une équipe téléphonique, nous avons cet effort d'Alexandre Nourry ou d'Aurore Ninino dans les urnes. Tout ça crée quelque chose qui se lève. Si vous mettez toutes ces choses ensemble, vous avez de façon pas claire, pas parfaite, mais
intéressante, quelque chose qui se lève contre tout ce dont je vous ai parlé. Et je pense que vous ne pouvez pas ne pas en être. Si vous êtes venu, vous ne pouvez pas rester spectateur. C'est assez immoral de rester spectateur. Quand on sait la vérité, quand on ne sait pas la vérité, non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous pour améliorer, pour mieux orienter, et surtout pour porter plus loin ce que nous avons à faire. Et il faut que ce combat soit constant. Et c'est le vrai sens du mot politique. La politique, ce n'est pas le régime des partis, au sens où Simone Veil et Charles de Gaulle l'avaient attaqué. Et où Pierre Mendès France demandait à Bourgeon, est-ce un homme d'honneur? C'était sa première question. Mais politique au sens de l'entraide, pour prendre une grande querelle, un grand dessein pour demain, et que le peuple puisse monter en scène, comme il le fait à la fin de Fidelio. Et nous devons reprendre cela dans toute cette tradition qui en France a été si forte, et je pense à Jaurès auprès Saint-Gervais, à De Gaulle à Phnom Penh, ou à d'autres dans la période récente, mais particulièrement à ces deux discours-là, qui étaient deux discours de défi, l'un contre la guerre, l'autre contre, disons, le monde atlantiste. Et on doit revenir à ce ferment-là, le retrouver en soi-même, sous d'autres formes, peut-être d'une autre manière, mais il doit entretenir ce que nous avons à faire pour l'avenir et réveiller ceux qui s'endorment au milieu d'une révolution. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais. Pour faire un commentaire ironique sur cela, par rapport à notre temps. Léonore a surmonté les stéréotypes sexuels et les querelles de genre et pour libérer son mari, vous l'avez vu. Et elle n'est pas libérée seulement pour libérer son mari, mais pour libérer son peuple. Et ça, c'est où l'intime rejoint le politique, le public. Et c'est en ça que chacun d'entre nous doit réfléchir et penser pour guider ce que nous avons à faire. Et je pense, nous avons besoin de vous, c'est relativement secondaire. La France a besoin de vous, ça c'est essentiel.